Je suis aussi très heureux de donner la parole maintenant à un professeur qui nous vient aussi d'encore un petit peu plus loin, puisqu'il nous vient de Genève, qui est le professeur Jacques de Wéra. Il est vice-recteur à l'Université de Genève et il s'occupe de tout ce qui est droit de l'Internet. Et comme c'est un petit peu l'objet du colloque, eh bien, nous marions ici le droit des obligations avec le droit de l'Internet. Et la personne qui permettra le mieux d'incarner ce mariage est le professeur Jacques de Wéra, que je remercie encore au nom de toute l'université pour sa présence aujourd'hui et pour sa prise de parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, je crois que j'ai 40 secondes, selon l'horaire imposé pour faire ma présentation. Je m'excuse d'ores et déjà de dépasser le temps. Je vous signale aussi que la présentation, si j'ai bien compris, sera mise à disposition sur Internet ou rendue accessible d'une autre manière, ce qui me permettra peut-être d'aller plus vite sur certains aspects. Alors, pour faire court et dans les 30 secondes qui me restent, et la question qui fait l'objet de mon exposé, invitation à reconcevoir le droit de l'innovation, oui. Oui, mais pas à réagir trop vite et pas à légiférer trop vite. La question est évidemment complexe, on le sait. Elle ne touche pas seulement le droit de l'innovation, encore faut-il, et on en parlera, savoir ce dont on parle par droit à l'innovation, notion qui n'est pas unanimement comprise. En tous les cas, je crois qu'il y a un intérêt manifesté par la conférence d'aujourd'hui à réfléchir ensemble à ces questions. L'occasion pour moi aussi de remercier bien sûr les organisateurs et en particulier Alain Stroel pour l'invitation qu'il m'a faite de venir aujourd'hui. Et aussi inscrire ceci dans une réflexion plus générale, et vous avez vu peut-être le changement de logo à l'écran, compte tenu de, et je sors d'une discussion ce matin, d'une volonté commune de certaines institutions académiques de s'engager aussi dans des stratégies numériques, non seulement sur les questions juridiques, mais plus généralement sur des questions de politique globale. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer ces discussions qu'on a pu avoir ici en lien avec l'Université de Louvain. Alors, pour traiter la thématique qui est la mienne, je propose de procéder en 4 points rapidement, en traitant d'abord et en examinant certains phénomènes que vous connaissez sans doute et dont vous avez certainement entendu parler, qui ne sont pas juridiques, mais simplement voir que, bien sûr, l'intelligence artificielle est utilisée pour innover dans différents domaines, différentes industries, sur différents thèmes. Aussi, indiquer ici que mon exposé ne va pas se concentrer sur les voitures autonomes, mais c'est un peu une transition, pas par voiture autonome, mais vers la thématique de cet après-midi plus large et réfléchir à ces questions d'intelligence artificielle plus globalement. Comprendre ensuite comment le marché s'est adapté, bien sûr, et utilise aussi l'intelligence artificielle pour protéger ou contribuer à protéger juridiquement, notamment par brevet et marque, on en parlera, certains actifs, et arriver ensuite à des réflexions peut-être plus prospectives, plus générales et plus proprement juridiques sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le droit de l'innovation, avec accent mis sur 2 domaines particuliers, parmi d'autres, bien sûr, il y en a de nombreux, droit des brevets d'invention, droit des marques, et ouvrir certaines perspectives enfin. Alors, innover grâce à l'intelligence artificielle, vous l'aviez peut-être vu, ceci avait été médiatisé peut-être plus en Asie et au Japon en particulier, puisque cet exemple vient de ce pays. L'agence bien connue de publicité McCann a lancé cette ligne particulière, ses activités McCann Millennials, grâce à l'intervention de ce monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait une sorte de concours entre un directeur créatif réel que vous avez sur votre gauche et une intelligence artificielle pour créer une nouvelle campagne de publicité pour ces chewing-gums. Mise au vote public et le directeur artistique véritable a gagné, semble-t-il, mais de peu. Tout ça pour dire évidemment que dans ce domaine de la créativité, l'innovation ici commerciale, l'intelligence artificielle peut contribuer. Ils ont continué, plus pour l'anecdote aussi, dans un contexte de clip vidéo pour un groupe que vous connaissez peut-être, japonais, Magical Punchline, et l'intelligence artificielle, comme vous voyez, plus pour l'anecdote encore une fois, a pensé que c'était opportun sur la base de ce travail précisément technologique
qu'il fallait faire un clip, comme vous voyez, avec un instinct de chasseur, avec un ton d'ennui. Alors, est-ce que c'est un groupe de hard rock? Réponse non. Vous voyez ici donc les limites, encore une fois, plus pour l'anecdote. Revenir aux véhicules, certes pas autonomes, en tout cas en l'état, une start-up californienne qui a pour ambition, vous le voyez, peut-être vous la connaissez, Hack Road, qui d'ailleurs a conclu un partenariat récent avec Siemens pour créer des véhicules attractifs, comme vous le voyez, mais qui aussi sont fondés, en tout cas en partie, sur l'intelligence artificielle et qui ont ceci de particulier qu'en réalité, ils peuvent être designés par le propriétaire lui-même aussi, avec un volet, comme vous le voyez, d'imprimante 3D. Voici donc l'innovation, bien sûr, utilisant l'intelligence artificielle. Plus intéressant, bien sûr, et plus juridique ici, c'est qu'est-ce qui existe comme moyen pour permettre et faciliter et utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir des titres de protection de propriété intellectuelle. Une société française ici, Clem, que vous connaissez peut-être, qui a notamment comme ligne de produits et de services de créer, comme vous pouvez le lire ici, des revendications, et d'ailleurs le nom de la société découle de ceci, vous le voyez sur la dernière ligne, claim et poème, donc le faire de générer de manière automatique, là aussi avec des outils basés sur l'intelligence artificielle pour permettre potentiellement une protection plus large, ou au contraire d'ailleurs, c'est aussi une ligne d'activité pour procéder de manière défensive et interdire donc la protection à des sociétés concurrentes. Matière de marque, évidemment, on peut le pressentir, toute une série de sociétés qui se profilent, dont cette société Trademark Vision, qui, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, s'est vue récompensée et figurait dans la liste top 10 des sociétés les plus innovantes en matière d'intelligence artificielle l'année passée. Capacité, donc reconnaissance d'image et intelligence artificielle pour générer des logos, pour voir aussi la similitude ou non entre certains signes distinctifs. D'autres sociétés, simplement à titre d'exemple et sans prétention d'exhaustivité naturellement, Brandmark, qui là, comme vous pouvez le lire, aide ses clients à créer des designs en s'assurant là aussi qu'il y a bien une distinction suffisante avec d'autres logos existants en utilisant, là encore, vous le voyez, et un design system qui a été entraîné sur un nombre quand même assez impressionnant d'images. Voilà, simplement pour ces étapes, tant sur le plan général de la créativité que pour l'assistance à la protection, pour arriver bien sûr à l'impact en matière de droit d'innovation. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, cette conception est large et on peut volontiers en débattre probablement lors du lunch si vous le jugez pertinent. Deux questions bien sûr principales ici. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que les conditions de protection de l'innovation sont affectées par l'intelligence artificielle et bien sûr en faveur de qui? Et je commencerai par cette dernière question en reprenant cette affaire dont peut-être vous avez entendu parler puisqu'elle a donné lieu à une toute récente décision de ce tribunal californien, la Cour d'appel du 9e circuit. Pourquoi est-ce qu'elle est pertinente? On va le voir dans quelques instants. C'est cette affaire fameuse, et je pense qu'elle est connue peut-être de certains d'entre vous, parce qu'évidemment, elle est parfois utilisée dans les cours, vu son caractère illustratif, comme vous pouvez le voir. Le cas de ce photographe, David Slater, qui s'est fait, semble-t-il, voler son appareil photo, et de sorte que le singe, ici, appelé Naruto, comme vous pouvez le lire, c'est la première page de la décision californienne, qui est un macaque huppé, comme vous le voyez aussi, prend un selfie. Alors oui, c'est un cas d'IA, mais c'est de l'intelligence animale, pour autant que prendre un selfie relève de l'intelligence, à vous de juger. Qu'est-ce qui nous intéresse ici, bien sûr? C'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est de dire, et un statement de la Cour californienne qui dit les animaux, et ce singe en particulier, n'a pas la capacité d'être parti et de faire valoir la violation d'un droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui nous paraît quand même pertinent ici. C'est qu'on a un régime juridique qui est anthropocentrique. C'est-à-dire, qui c'est qui est titulaire d'un droit d'auteur? Qui c'est qui est inventeur au sens du brevet d'invention? Eh bien, ça doit être un être humain. Et aussi, et je lisais encore ce matin un blog qui précisément utiliser cette affaire pour en faire une réflexion en matière d'intelligence artificielle, pour dire que cette affaire est aussi pertinente potentiellement lorsqu'on parle de machines titulaires, etc. Évidemment, le débat n'est pas terminé, mais cette affaire est quand même pertinente dans ce contexte général.
Alors, deuxième question, quel est le degré d'innovation requis ? Différents domaines potentiels, focus ici sur 2 domaines particuliers du droit de la créativité au sens large. Un, bien sûr, qu'on attendait plus, certainement, j'imagine, le droit des brevets d'invention, la technologie, mais aussi le droit des marques, parce que, et donc plus généralement le droit des signes distinctifs, autre champ du droit de la propriété intellectuelle, qui pose, il nous semble, aussi certaines questions potentiellement pertinentes en termes d'intelligence artificielle. Commençons par le droit des brevets d'invention, en rappelant que, bien sûr, pour qu'une invention soit protégeable, il faut, bien sûr, un degré de créativité suffisant, l'activité inventive qui est mesurée à l'aune de ce personnage qui est l'homme de métier, et en se posant la question, est-ce que l'invention concernée découle ou non de manière évidente de l'état de la technique pour cet homme de métier. Alors, qui est l'homme de métier ? Et vous le savez sans doute, et je passe plus rapidement, définition prise des directives de l'Office européen des brevets. C'est ce praticien avec des connaissances raisonnables et moyennes, aux yeux de qui on va juger si précisément on a un bon créatif ou non. Et point important, et ça résulte ici d'une décision suisse, et qui exprime qu'on a un personnage fictif. Ce n'est pas un être existant, c'est bien une fiction juridique. Et vous voyez ensuite la phrase reflète ce que l'on vient de voir sur la page précédente en termes de connaissances moyennes. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ceci est pertinent lorsqu'on parle d'intelligence artificielle ? C'est que, a priori, bien sûr, si on utilise de l'intelligence artificielle, eh bien, comme vous voyez, c'est cette société française dont je parlais tout à l'heure, qui l'a exposé dans un de ses documents figurant sur son site, eh bien, les qualités et les skills, précisément, de cet homme du métier vont augmenter. Ce qui a conduit ce collègue américain, dans un article déjà disponible en ligne, mais qui sera formellement publié l'année prochaine, comme vous le voyez, à dire et à écrire, et c'est le titre de son article, tout est évident. Tout est évident, et vous avez l'explication assez logique en bas de la page, en disant, eh bien, à partir du moment où les machines inventent, eh bien, ça va augmenter le seuil de brevetabilité en rendant évidemment et potentiellement toute activité innovative évidente. Voici donc, très rapidement, bien sûr, le droit des brevets d'invention. Qu'en est-il du droit des marques ? Alors, le droit des marques, bien sûr, la perspective est différente. Ce n'est pas de l'innovation comme telle, on le sait, mais c'est quand même de la créativité. Et la créativité, on la juge aussi, voire surtout, et c'est la fonction essentielle de la marque, en fonction de cette capacité distinctive. Identifier l'origine d'un produit, et d'ailleurs aussi d'un service, par rapport à d'autres produits ou services présents sur le marché. Définition prise ici d'un arrêt récent de la Cour, rien de particulièrement innovant de ce point de vue-là. Alors, ça veut dire quoi concrètement, ici repris d'un document du EU IPO, donc la perception du consommateur moyen est déterminante, notamment pour le risque de confusion. Qu'est-ce que ça pourrait découler en termes d'impact de l'intelligence artificielle ? Alors, différentes pistes ont été évoquées, notamment celle qui peut être déduite d'une certaine manière de cet article rédigé par une collègue de Stanford Law School, Lisa Willett, qui écrivait déjà, vous voyez, en 2014, qu'en réalité, ça n'est pas en soi de l'intelligence artificielle, mais qu'une recherche Google peut en réalité remplacer certains tests, notamment celui du risque de confusion ou de la force de la marque. Vous faites une recherche Google et ça vous donne déjà potentiellement une indication sur la validité de la marque, sur le fait que la marque viole ou non la marque d'un tiers, et donc vous avez des tests qui sont générés de ce point de vue-là. Si on réfléchit cette fois en termes de perception des consommateurs aussi et risque de confusion, on peut se demander, et c'est ce que vous avez illustré en bas de l'écran ici, est-ce que le fait pour la technologie liée aussi, en tout cas partiellement à l'intelligence artificielle, de donner un pouvoir de distinction supérieur aux consommateurs, aux clients, grâce notamment aux futur Google Glass et autres modèles similaires, grâce à la réalité augmentée, de distinguer mieux. Si on dit oui, ça veut dire qu'il y a moins de risque de confusion et qu'en réalité, ça sera plus difficile, a priori, de prouver une violation du droit à la marque. Évidemment, perspective de réflexion future, à voir si ceci se vérifie en pratique.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi, là aussi en termes prospectifs, mais on voit déjà certains signes pratiques, et on le verra dans quelques instants. Est-ce que les autorités qui sont supposées d'abord délivrer ou non les titres de propriété industrielle, puis les tribunaux, est-ce qu'ils vont utiliser aussi, est-ce qu'ils utilisent déjà des outils d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la fin des examinateurs de brevets de marque? Tout sera remplacé par des moyens automatisés. Est-ce que les tribunaux vont recourir à ceci de manière cachée ou ouverte, hein? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas à un outil technologique la question de savoir si des produits ou services sont similaires, en travaillant sur la base, bien sûr, de la jurisprudence existante et en enrichissant cette base de ce point de vue-là? Est-ce qu'une marque est descriptive ou pas? Est-ce qu'une forme est techniquement nécessaire? Toutes ces questions pour lesquelles on pourrait, en soi, imaginer un usage accru et même potentiellement exclusif de la technologie. Alors, on voit des traces, je l'évoquais il y a quelques instants, notamment dans cette décision qui nous vient de Suisse, dans un contexte de droit des marques, où vous voyez le tribunal fédéral lui-même, donc notre haute cour, qui n'a pas honte de constater et d'avouer qu'ils ont fait une recherche Google et que selon la recherche Google concernée, eh bien, c'est bien la référence à la ville corse Calvi. Et la question est de savoir est-ce que c'est une marque qui se réfère ou non à un lieu géographique ou pas. La réponse est oui. Et oui, pourquoi? Parce que Google le dit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tolérer? Eh bien, vous, je pense, sentez ma position dans la manière dont je l'exprime. Je pense que ça pose des questions qui sont délicates et pour lesquelles on doit aussi réfléchir, là aussi, en projection avec ce qui pourrait arriver en termes d'intelligence artificielle. Alors évidemment, on peut imaginer tous les scénarios. Hein. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on souhaite que, par exemple, la question de savoir si une marque est contraire aux bonnes mœurs soit confiée à un outil technologique? Question délicate en Suisse. On a eu par exemple une affaire remontée au tribunal fédéral pour savoir si une marque pour le signe Madonna était potentiellement admissible ou pas compte tenu de la référence potentielle à la Vierge Marie, marque considérée effectivement comme non enregistrable pour respect des sentiments religieux. Est-ce qu'on veut qu'un outil d'intelligence artificielle fasse ce genre de décision? Question évidemment ouverte. En tous les cas, et j'arrive à ma dernière partie, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit alors l'intelligence artificielle utilisée, on l'a vu, pour créer, faciliter des processus de création, mais aussi faciliter des processus de protection par brevet, par marque notamment, qui sont utilisés par les opérateurs privés, mais aussi potentiellement certaines traces, on en parlait à l'instant, notamment dans cette affaire Calvi, l'intelligence artificielle ou plus généralement les outils technologiques utilisés par les autorités en charge d'appliquer la propriété intellectuelle respectivement de la protéger. Est-ce qu'il faut, et c'est bien sûr une question importante, est-ce qu'il faut changer le cadre réglementaire du droit de l'innovation? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, assez radical, on peut dire le système anthropocentrique n'est plus pertinent et donc il faut réformer et ne plus faire référence à l'homme de métier puisque c'est plus un homme de métier, c'est peut-être la machine de métier, c'est plus le consommateur, c'est une autre référence. Ou bien évidemment, solution moins radicale et aussi plus conforme, il faut quand même le dire, au droit international qui nous lie notamment les conventions de l'OMPI et de l'OMC, et j'y suis, comme vous pouvez le penser, particulièrement sensible en étant basé à Genève, donc faire en sorte que ces standards évoluent. Et qu'est-ce que ce sont ces standards? Je reviens à cette notion, c'est fiction. L'homme de métier, c'est une fiction. Est-ce qu'on ne peut pas adapter un peu cette fiction? Et la réflexion est en cours, et j'attire votre attention en passant sur cet intéressant rapport qui vient d'être publié par le World Economic Forum, qui vous intéressera peut-être, qui, comme vous le voyez, évoque ce risque de collision entre le droit des brevets et l'intelligence artificielle, rapport au demeurant extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Et je reviens à cette idée de faire évoluer potentiellement la fiction. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à parler, vous le voyez, tentative de formulation, homme du métier, consommateur augmenté, hein, dans une réflexion plus générale, évidemment, tout à fait prospective, augmented humans. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que l'homme de métier a des ressources et à la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle et on en prend en compte, que le consommateur lui-même aussi a cette capacité de se fonder sur des outils technologiques, et on l'évoquait tout à l'heure, ça veut dire que peut-être le risque de confusion sera plus difficile à démontrer parce qu'il a une acuité, une capacité de distinguer mieux les produits ou les services. Possible, mais potentiellement risqué. Et une question quand même qu'on doit évoquer dans ce contexte, et Alain Strouhel l'évoquait
il y a quelques instants, il y a aussi des enjeux de gouvernance, de politique générale, risquent là aussi de créer un fossé numérique d'une certaine manière ou de contribuer à l'augmenter parce qu'il y a, et on le sait bien, les infos riches et les infos pauvres, mais il y a aussi potentiellement ceux qui ont accès ou non à l'intelligence artificielle, ce qui pourrait créer évidemment certains clivages délicats. Et on le voit aussi, et je crois que c'est ce qui bien sûr va être largement développé tout à l'heure, des questions d'utilisation d'intelligence artificielle dans la pratique du droit. Et vous avez peut-être vu cette enquête récente et ce rapport fait par cette société Logik tout récemment qui a demandé, c'est pour ça que c'est pertinent ici, dans le contexte du droit à l'innovation, donc des avocats et une solution technologique d'intelligence artificielle se sont vus soumettre 5 contrats de confidentialité, NDA, Non-Disclosure Agreement, et comme vous le voyez, la solution d'intelligence artificielle a produit des meilleurs résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi potentiellement? Les avocats qui pourront se payer potentiellement des solutions d'intelligence artificielle travailleront mieux, et les autres, bien, ils feront du travail qui sera moins bon, info riche, info pauvre, etc. Géopolitique, brièvement. Important de le réaliser, et Alain Strouwel l'évoquait aussi tout à l'heure, faire en sorte qu'il y ait bien une culture et une industrie qui se développent ici et qu'on ne fasse pas que fournir des données à des tiers. Fournir des données à des opérateurs qui sont localisés ailleurs. On le voit, une citation parmi tant d'autres qui dit qu'il est nécessaire de le faire et on est heureux de voir bien sûr que ça se passe. Notamment dans l'Union européenne, mais aussi, et j'y arrive dans quelques instants, à Genève sur le plan global. Un point dans ce contexte-là qui est évidemment essentiel, c'est question de transparence. On l'évoquait par exemple pour Calvi, Google et d'autres. Est-ce qu'avec ces exemples peut-être un peu tirés par les cheveux aujourd'hui, mais qui pourraient se produire, juger d'une marque immorale ou non, ou juger d'un brevet immoral ou non, question de gouvernance, qui sont discutés ici, qui vont être discutés, vous le voyez, dans quelques jours aussi à Genève. Importance, là aussi, de faire en sorte que la communauté internationale et aussi le monde académique puissent travailler ensemble sur ces questions. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, bien sûr, et c'est le titre de la conférence qui arrive à Genève dans quelques instants, de l'intelligence artificielle pour le bien comme tel. Mais je pense qu'il nous faut aussi, bien sûr, de la bonne intelligence artificielle pour de la bonne innovation. Merci beaucoup pour votre attention.